Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux pour écouter Émile Servan-Schreiber, qui, vous allez le voir, est très intéressant. Pour une fois, je ne vous demande pas de fermer vos téléphones portables, parce qu'il va s'en servir pour vous faire faire un certain nombre d'expériences. Vous prouvez que vous êtes tous collectivement très intelligents. Cher Émile, cher monsieur, vous êtes le fils de Jean-Jacques Servan-Schreiber, très célèbre fondateur de l'Express, et qui s'est fait, comme tout le monde le sait, aussi connaître par sa résistance au gouvernement de la 4e République, qui avait légitimé plus ou moins la torture en Algérie. Vous êtes donc aussi le neveu de Jean-Louis Servan-Schreiber, son frère, qui est un condisciple de toute ma scolarité, un ami de 72 ans que nous avons, il n'y en a pas beaucoup, que nous avons accueilli dans ce forum. Vous êtes né, Émile Servan-Schreiber, en 1963. Vous avez mené de brillantes études aux États-Unis à l'université Carnegie Mellon, où vous êtes diplômé en mathématiques et psychologie cognitive. Vous êtes devenu un spécialiste mondialement connu, il ne faut pas hésiter à le dire, de l'intelligence collective au service de la prévision. Vous avez mis vos connaissances au service d'entreprises et de gouvernements pour améliorer leur processus décisionnel, et vous avez, depuis 2000, fondé et développé à cette fin une société d'études baptisée Hypermind. J'ajoute que vous êtes l'époux de Laurence Debré, la fille de Régis, que j'ai connue il y a bien longtemps sous François Mitterrand et que nous avons reçue ici au Forum plusieurs fois. Nous comptons d'ailleurs bien recevoir aussi Laurence. Vous avez eu vos intuitions, m'a-t-on dit, à partir de l'intelligence collective animale, celle d'un groupe d'insectes ou d'oiseaux qui collectivement prennent des décisions d'orientation ou d'altitude, comme nous l'avait d'ailleurs montré ici même en janvier 2014 le professeur d'entomologie Guy Terrolas de Toulouse, à propos des sociétés d'insectes. Je ne confonds évidemment pas l'intelligence animale et l'intelligence humaine, même si, dans l'évolution, celle-ci a procédé de celle-là. De nombreux primatologues ont montré qu'un apprentissage existait parmi les singes, et même parmi des animaux plus éloignés de Sapiens. Un récent documentaire télévisé d'ailleurs montrait des stratégies que mènent certains chimpanzés ou bonobos dans une bande pour en acquérir et en conserver la direction, en se créant des alliés. Votre idée de base est que l'intelligence collective est plus que la somme des intelligences individuelles. Et je viens de lire aussi que, pour vous d'ailleurs, le premier collectif le plus performant, c'est celui du couple. Ce qui est certain, c'est que par son cerveau, Sapiens, qui a individuellement déjà des capacités bien plus grandes que le plus intelligent des primates, a certainement aussi collectivement des capacités encore plus grandes que celles que peuvent développer des groupes de primates. En préparant cette introduction, je suis d'ailleurs tombé sur un article de Capital Management qui semble indiquer que votre intuition a fait des petits. D'après cet article, on n'attend plus rien des gourous du management, comme dans les années 90. Les jeunes qui s'inscrivent actuellement dans les mouvements divers, par exemple ceux qui traitent du climat, vont chercher le meilleur des uns et des autres. Ils n'absorbent plus de doctrine. L'heure, dit cet article, est au crowdsourcing, qui est une forme de synonyme de votre intelligence collective. Dans le même article, un dénommé Philippe Studer, dirigeant de société d'études, a été partagé avec sa famille l'avis de ce qu'il appelle les peuples premiers de 10 pays différents, Guatemala, Afrique du Sud, etc., Laos. Et voici une de ses conclusions, et sans doute le connaissez-vous. Les peuples, qu'il appelle donc peuples racines ou premiers, prennent le temps de construire collectivement une décision et n'excluent personne du cercle. Ils m'ont appris à faire confiance alors que j'étais jusque-là dans une relation paternaliste. Cette intuition que vous avez eue également est rassurante, en ce qu'elle légitime largement, s'il en était besoin, la démocratie. Les hommes l'ont installée au sortir des empires théocratiques en Grèce, à l'ouest de ce qui était alors le monde, et ils ont décidé alors qu'ils pouvaient fixer eux-mêmes leur destin, pris d'ailleurs d'un certain vertige devant cette possibilité, comme l'a souligné le grand philosophe grec Cornelius Castoriadis. Idée si révolutionnaire d'ailleurs que l'Empire romain, après avoir
phagocyter la religion chrétienne devait étouffer l'idée démocratique pour quelques siècles avant, évidemment, qu'elle ne renaisse doucement à partir du XII-XIIIe avec la Renaissance, la Réforme et les Lumières. Idée rassurante que la vôtre, alors même, ce qui me fait trembler, qu'aujourd'hui, si 80% des jeunes de moins de 35 ans restent attachés apparemment au système parlementaire, 38% seulement, et 38% quand même plutôt, dont une bonne part de ces 81%, pensent qu'un homme fort à la tête de l'État, qui n'a pas à se préoccuper du Parlement, serait aussi une bonne solution. Et même 31% que l'armée peut diriger le pays. Là, c'est un sondage pour la Fondation d'innovation politique fait par Ipsos en 2019. Mais, et j'en termine par là, cette idée d'intelligence collective me conduit à une autre interrogation. Quelles sont là où les limites entre les manifestations de cette intelligence collective et l'action d'une foule dont plusieurs auteurs sociologues de la fin du 19e avaient lancé l'étude. Ils évoquaient, ces auteurs, ce qu'ils appellent la contagion morale, qui conduit à des décisions plus ou moins unanimes et dangereuses. L'intelligence collective peut-elle être polluée par la contagion morale, et si oui, dans quelles conditions? Nous vous écoutons, cher Émile, cultiver notre intelligence collective. Donc, je suis venu ce soir vous présenter ce que l'on sait de l'intelligence collective. C'est un sujet dont on parle beaucoup, c'est un sujet dont on parle souvent mal, et c'est une forme d'intelligence qui, par rapport à l'intelligence cervelle, on pourrait dire, ou l'intelligence artificielle, ne fait pas autant de vagues pour l'instant, il n'a pas autant d'impact encore dans nos sociétés, nos organisations, nos gouvernements. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, elle est partout, dans nos maisons, nos voitures, nos téléphones. On parle aussi beaucoup d'intelligence individuelle, neuronale, parce qu'on a les neurosciences font énormément de progrès, et ça rentre maintenant dans les écoles, dans la pédagogie. Mais on sent bien que malgré le vent de folie qui souffle autour de la planète en ce moment, je disais à Jean tout à l'heure, on est quand même bien ici, par rapport au reste du monde, on sent bien que ce siècle, malgré toute cette folie, sera celui de l'intelligence. C'est quand même la tendance de fond sous l'écume des jours. Et d'ailleurs, les publicitaires ne s'y trompent pas, tout doit être smart, il y a des smart cities, il y a des smart thermostats, des smart cars, tout ce que vous voulez. Il y a même, j'ai trouvé, une smart lessive, ça s'appelle Smart, en Afrique du Sud. Donc c'est smart partout. Malheureusement, souvent on ne sait pas très bien de quoi on parle, c'est juste un mot-clé. Et donc ce soir, je voulais présenter une partie de ce que j'explique dans mon livre, Super Collectif, qui est issu de 20 ans de pratique intensive en ce qui me concerne d'intelligence collective dans des grandes organisations, des gouvernements, des grandes sociétés, et aussi tout ce que d'autres, et ce n'est pas que mon travail que je vais vous présenter ce soir, c'est tout ce qu'on a appris scientifiquement dans les laboratoires sur l'intelligence collective humaine depuis que l'Internet nous a permis de tous nous connecter les uns aux autres de façon extrêmement simple. Donc, on va commencer pour voir si vous avez réussi à mettre ça en place. Donc, je vais vous demander, pour que vous voyez comment ça marche, de simplement répondre, ceux qui ont réussi à se connecter, à cette question. Appuyez sur le carré bleu si oui, appuyez sur le carré vert si non. Il ne va rien se passer sur votre écran une fois que vous aurez juste appuyé sur un carré. Mais simplement, moi, je vais pouvoir collecter la réponse générale et on va voir comment ça marche. Et comme ça, ça nous permettra d'en faire plus tout à l'heure. Donc voilà, vous avez eu 25 réponses, on fera mieux au prochain coup. C'est déjà pas mal. Et la plupart d'entre vous ont participé au grand débat, ce qui, pour moi, est assez exceptionnel, parce que la plupart des fois, quand je fais cette conférence, il y a à peu près 5% des gens qui ont participé. Ici, on a 65% des gens qui ont participé. Bravo. Alors, l'intelligence collective, c'est par exemple ça.
Ça, c'est une termitière qui a été découverte il y a à peine 1 an et demi en Australie. Et c'est une termitière un peu curieuse, un peu étonnante, parce qu'elle est un petit peu différente des autres. D'habitude, c'est juste des gratte-ciel un petit peu, des gratte-ciel de boue, comme ça, un peu ennuyeux. Et celle-là est un peu exceptionnelle parce que surtout, on voit un peu ce qu'il y a à l'intérieur d'un de ces gratte-ciel de boue. Elle a été probablement victime d'un orage un peu violent. Et les petites bêtes se sont mises à la reconstruire un peu à la hâte. Et du coup, ça donne quelque chose de très étonnant qui semble démontrer un peu d'intelligence. Hein, on voit ça, on a l'impression que quelqu'un l'a construit. Ça vous rappelle peut-être d'ailleurs ça. Et c'est ce contraste entre ces deux cathédrales qui exprime les principes de base de l'intelligence collective. Le premier principe étant que, en prenant des petits cerveaux de termites dont chacun n'a que 250 ou 200 000 ou 250 000 neurones, on arrive, en multipliant ça par 1 million de termites, à faire quelque chose d'intéressant. Aucune de ces petites termites toute seule n'est capable de comprendre ce qu'elle est en train de faire, de visualiser l'architecture de cette cathédrale. Mais 1 million de termites ensemble, 250 milliards de neurones, organisés dans la colonie de termites, sont capables de faire quelque chose qui nous parle et qui exprime une intelligence. Ce qui est amusant, c'est que si vous prenez 2 fois moins de neurones, 100 000 au lieu de 250 000, non, 100 milliards, pardon, au lieu de 250 milliards, mais organisés dans un seul cerveau humain, vous arrivez à faire quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus puissant. Donc d'une part, certes, le nombre fait la force, le nombre permet d'obtenir quelques résultats, mais l'organisation de ce nombre permet de faire quelque chose de beaucoup plus intelligent, avec moins. Faire plus avec moins parce qu'on est mieux organisé. Donc tout l'enjeu de l'intelligence collective, en particulier pour le siècle qui vient, c'est comment, maintenant que nous sommes tous connectés les uns aux autres, de façon très intime, les barrières du langage sont en train de tomber très vite avec la traduction automatique, les barrières de l'espace sont tombées depuis déjà quelques temps. Comment va-t-on faire pour organiser notre intelligence collective de façon à ce que ce nombre produise de l'intelligence plutôt que de la folie et peut-être la disparition de l'espèce, qui sait. Donc c'est l'enjeu pour moi de ce siècle. Comment va-t-on organiser notre intelligence collective? Et ça commence par la mesure du QI. Vous connaissez le QI, quotient intellectuel, vous avez tous, peut-être vous êtes fait mesurer le QI à un moment ou à un autre dans votre vie. Et bien, figurez-vous que le QI, ça a été inventé il y a une centaine d'années par 2 médecins français. Ça a eu un succès énorme, parce que ça a permis pour la première fois de mesurer l'intelligence, et du coup ça a créé véritablement la science de la psychologie. Mais ça n'est qu'il y a une dizaine d'années à peine que les scientifiques ont eu l'idée brillante de mesurer le QI d'un groupe, de faire passer un test de QI à des groupes de gens, voir s'ils étaient capables de résoudre ces problèmes-là. Et on s'est rendu compte que le QI d'un groupe était tout aussi mesurable que des QI individuels, aussi mesurable et aussi tangible. D'ailleurs, le QI, il est assez intangible, on ne sait pas où il est dans le cerveau. C'est une propriété générale du cerveau. De la même façon, il y a une propriété générale d'un groupe qui lui permet de résoudre des problèmes en tant que groupe. Évidemment, il y a des groupes qui sont plus intelligents que d'autres, comme il y a des individus qui sont plus intelligents que d'autres. Alors la question qui est immédiatement venue, une fois qu'on sait mesurer le QI du groupe, c'est mais pourquoi est-ce que ce groupe-là est plus intelligent que cet autre groupe-là? Et alors je vous soumets la question. Est-ce que d'une part, c'est parce qu'il y a des gens intelligents dans le groupe, donc la moyenne des QI qui fait que le groupe va être bon? Est-ce que c'est parce qu'il y a un super bon dans le groupe? Le meilleur d'entre nous, hop, on a de la chance, il est dans notre groupe, du coup notre groupe va être super intelligent, peut-être. Est-ce que c'est l'âge moyen, une sorte d'expérience, de sagesse qui viendra avec l'âge, qui fait que le groupe va bien fonctionner?
ou est-ce que c'est la proportion de femmes dans le groupe, la mixité homme-femme, qui va faire que ça marche? Alors, vous avez 3 secondes pour répondre. C'est pas la peine de demander l'avis de votre voisin. Allez, on va voir. C'est bon? C'est très mitigé. C'est très mitigé. La réponse intuitive, c'est que les groupes sont intelligents pour tout le monde, un groupe est intelligent. Mais ça voudrait dire que l'intelligence du groupe n'est qu'une fonction de l'intelligence des individus dans le groupe. Il n'y a rien de plus comme propriété du groupe. L'autre réponse un peu moins populaire, c'est que quand il y a un super génie dans le groupe, tout va mieux. C'est pour ça qu'on élit des gens très intelligents qu'on les met à la tête du pays, par exemple. Voilà. Et en fait, la bonne réponse, c'est évidemment D, la proportion de femmes dans le groupe, qui détermine l'intelligence du groupe. Vous ne croyez pas, donc je vous montre les résultats, les véritables data. Donc là, vous voyez sur ce graphique, en bas, sur l'horizontale, la proportion de femmes entre 0 et 100%. Et à la verticale, le QI des différents groupes à différentes proportions de mixité. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'il y a un peu de bruit évidemment, mais la tendance est très claire. Au-dessus de 50% de femmes, ça a tendance à être au-dessus de la moyenne comme QI du groupe. En dessous de 50% de femmes, ça a tendance à être en dessous de la moyenne comme QI du groupe. Ça, c'est dans les laboratoires du MIT. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas intelligents. Ça veut dire qu'en groupe, plus il y a de femmes, mieux ça fonctionne. Non, mais le nuage, il est quand même très dispersé. Hein. Oui, mais la tendance est claire. La tendance est claire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'évidemment, on ne peut pas en rester là. Hein, vous êtes d'accord qu'on ne peut pas en rester là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une part, il y a 2 raisons. La première raison, c'est que dans les groupes de femmes, où il y a plus de femmes, pardon, il y a une meilleure distribution du temps de parole. Pourquoi? Parce que mécaniquement, plus il y a de femmes, moins il y a d'hommes pour essayer de monopoliser le temps de parole. C'est aussi bête que ça. On sent qu'il y a du vécu dans la salle. Voilà. Donc vous savez que c'est vrai. Donc d'une part, quand on distribue mieux le temps de parole, évidemment le groupe fonctionne mieux, puisque ça ne sert à rien qu'on soit en groupe s'il n'y en a que quelques-uns qui s'expriment. Voilà. D'un autre côté, ça ne sert à rien que tout le monde s'exprime si personne n'écoute. Dans les groupes plus féminisés, il y a une meilleure qualité d'écoute. Donc d'une part, tout le monde a une chance de s'exprimer, d'autre part, quand il s'exprime, les gens écoutent mieux. Ça fait que le groupe fonctionne mieux. Comment on sait que ce qu'on appelle la sensibilité sociale, hein, c'est cette capacité à mieux écouter, à être en empathie avec l'interlocuteur, et à deviner, même quand les gens ne s'expriment pas, rien qu'en regardant leur visage, leur regard, à deviner l'émotion qui les habite. Donc en psychologie, on fait des tests comme ça, on vous montre des photos de regards très serrés, on vous en montre une trentaine, et puis on vous demande quelle est l'émotion derrière. Donc je vais vous demander de le faire juste pour vous rendre compte. Donc ça, je crois que c'est Claudia Cardinal dans Il était une fois dans l'Ouest. Alors, on va voir si vous y arrivez. Alors allez-y. Bravo. Bravo. Très peu d'hésitation. C'est parfait. Donc exactement, c'est comme ça. Donc celle-là vous a paru facile. Il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Et globalement, les résultats de ce genre de test en psychologie, ça donne ça. Alors, ça demande un petit peu d'explication. Chaque point sur ce graphique est une personne qui a pris le test. Si elle est en bas, ça veut dire qu'elle a eu très peu de bonnes réponses. Si elle est vers le haut, ça veut dire qu'elle a eu beaucoup de bonnes réponses. Hein, c'est le nombre de bonnes réponses qui va du bas vers le haut. Vous avez 4 populations. Vous avez à gauche des populations d'autistes, à qui vous voyez que ça pose plus facilement des problèmes qu'à des populations
non autistes. À droite, vous avez les populations non autistes, vous voyez que c'est plus resserré vers les performances un peu meilleures. Il y a aussi, curieusement, quelques hommes non autistes qui n'y arrivent pas. Je n'ai pas d'explication. Mais vous voyez surtout que, et c'est ça qui nous concerne, c'est un petit avantage statistique en moyenne dans les populations féminines que dans les populations masculines. Alors, on parle de moyenne. Hein. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très très bons et qui sont bien meilleurs que beaucoup de femmes. Donc c'est une question, c'est un avantage statistique. Hein. C'est pour ça que dans les groupes, il y a des groupes 100% hommes qui fonctionnent très bien, parce qu'ils ont appris à s'écouter, ça, parce qu'ils ont cette intelligence émotionnelle. Hein. Et puis il y a des groupes qui fonctionnent moins bien, même avec que des femmes, parce que l'intelligence émotionnelle est plutôt en bas du cadran qu'en haut. Voilà. Mais qu'est-ce qui est important ici, c'est que ce qu'on a appris, parce que les groupes qui fonctionnent bien sont ceux où les gens peuvent s'exprimer et où ils sont écoutés, c'est tout simplement que la qualité, l'intelligence rationnelle, le QI d'un groupe, se construit sur le QE, le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle des individus dans le groupe. Une métaphore pour ce genre de choses, parce que ce qu'on dit ici, c'est que ce qui est important, c'est pas la puissance des cerveaux dans le groupe, c'est pas ça le plus important, évidemment que ça joue un rôle quand même, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas la puissance des cerveaux, c'est la qualité de la communication entre les cerveaux qui sont là. C'est comme sur Internet. L'intérêt d'Internet, qu'est-ce qui fait que c'est utile? C'est la qualité de la bande passante. Hein, vous passez du 3G au 5G, l'Internet devient mieux. Pas parce qu'on a connecté un ordinateur plus puissant quelque part sur Internet. Donc c'est à nouveau la bande passante qui compte dans les groupes. Alors, c'est très sympa, c'est au MIT, c'est dans les labos, c'est prouvé scientifiquement, tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est vrai dans la vie réelle? On a une idée que oui. Et il se trouve que dans les industries, enfin dans les entreprises, quand on regarde quelles sont les entreprises les plus performantes, de toute taille, on se rend compte que ce sont les entreprises les plus féminisées qui fonctionnent mieux que les entreprises où il y a moins de mixité. Donc, par exemple, cette étude a été faite depuis 10 ans, tous les ans, par ce professeur Michel Ferrari, qui dirige l'Observatoire de la féminisation des entreprises, et il a créé ce qu'on appelle le Femina Index, qui regroupe, comme un indice de CAC 40, mais c'est les 15 entreprises du CAC 40, donc 15 sur 40, qui ont au moins 35% d'encadrement féminin. Donc on ne parle pas de dirigeants, on ne parle pas du board of advisors, on parle de l'encadrement, c'est-à-dire les managers à tous les niveaux. Et qu'est-ce qu'on voit là? C'est que sur une dizaine d'années, si vous avez investi 1 000 € dans les entreprises de l'indice féminin en 2006, donc juste avant d'une grosse période de crise, et jusqu'en 2016, donc suite à une période à nouveau de croissance, donc sur une dizaine d'années, vous auriez fait 60% de profit avec les entreprises du féminin, alors que vous auriez perdu 4% avec le CAC 40. Et c'est vrai où qu'on regarde, c'est vrai dans les grandes entreprises françaises, c'est vrai dans les PME chinoises, c'est vrai dans les entreprises de toute taille en Amérique du Nord, dans le nord de l'Europe, etc. Partout où on regarde, on retrouve ce même résultat, que les entreprises qui font une plus grande part aux femmes que ce qui est habituel. Donc là, on ne parle même pas de majorité, on parle de 35%. Mais un contingent suffisant pour, du coup, faire partie de la conversation fonctionne mieux que les entreprises qui ne font pas cette place aux femmes. Et pourquoi? Alors, on peut inventer tout ce qu'on veut. Michel Ferrari a donné des tas de raisons pour ça. Mais moi, je fais le parallèle avec l'étude du QI du groupe. Ce sont tout simplement des entreprises qui fonctionnent plus intelligemment. Parce qu'il y a une meilleure écoute, parce qu'il y a une meilleure capacité à fonctionner ensemble, etc. A l'inverse, d'autres études ont été faites amusantes, publiées dans Harvard Business Review récemment, qui montrent que plus l'ego du chef est gros, tel que mesuré par sa signature sur une carte de visite, moins l'entreprise performe bien en bourse.
C'est l'inverse. Vous avez vu la signature de Donald Trump. Vous savez combien de temps il met pour faire sa signature? 30 secondes. Très grosse. Mais justement, Donald Trump, on y arrive. Alors, voilà Donald Trump. Donc vous avez effectivement deux styles de leadership dans la vie. On parlait tout à l'heure des jeunes qui ne croient plus à la démocratie, qui pensent qu'il faudra un homme fort pour que ça fonctionne, que l'armée pourrait diriger le pays, etc. Donc vous avez effectivement deux styles de leadership qui s'opposent aujourd'hui. D'habitude, on avait le style de leadership pendant toute l'humanité qui était plutôt du style autoritaire. Moi tout seul. Moi je. Et puis vous avez plus récemment un style de leadership nouveau qui est apparu, plus participatif, qu'on pourrait symboliser par Barack Obama. Il y en a d'autres. Je n'ai pas pris des exemples français exprès, parce que sinon c'est bien compliqué de finir la conférence. Mais donc vous avez Yes We Can et puis I Alone, moi tout seul et puis tous ensemble. La question pour vous, c'est qu'est-ce qui marche mieux? Alors évidemment, avant de répondre, vous voyez qu'il y a deux dimensions à l'affaire. Il y a d'abord le style du chef, et puis vous avez le style de ceux qui suivent le chef, de ceux qui travaillent pour le chef, des employés, des subordonnés, des collaborateurs. Vous avez soit des collaborateurs qu'on pourrait appeler proactifs, qui ont des idées, des initiatives, envie de faire, qui sont contents de venir au bureau le matin, etc. Et puis vous avez ceux qui sont plus réactifs, qui en gros attendent qu'on leur dise quoi faire, qui ont moins d'initiatives personnelles et moins envie de faire des choses en autonomie. Qu'est-ce qui va fonctionner le mieux comme combinaison? Jusqu'à présent, vous avez été assez bon. On va voir si ça continue. Bien sûr. Bien sûr. Mais avouez que la question était facile. Question plus difficile. Qu'est-ce qui marche le moins bien? C'est bon? Roulement de tambour. Eh bien non. Ce qui marche le moins bien, c'est le C. Monsieur avait dit C, il me semble. C'est le C. C'est le chef participatif qui s'adresse à des gens qui attendent qu'on leur dise quoi faire. Vous avez le chef qui dit « dites-moi quoi faire », vous avez les subordonnés qui disent « dites-moi quoi faire, chef ». Ça ne fonctionne pas du tout. Pour vous donner une idée de comment fonctionnent les quatre configurations, vous avez ici les subordonnés proactifs que j'ai symbolisés par une collection de super-héros, et les autres par des moutons, avec les chefs participatifs autoritaires. Vous voyez que le chef autoritaire avec des moutons, ça marche très bien. Ça marche moins bien que le chef participatif avec des super-héros qui travaillent pour lui. Mais ça marche quand même bien. Et d'ailleurs, dans une entreprise, le style de leadership qui est le bon dépend du niveau où on est. Plus on monte, évidemment, plus il faut commencer à être participatif, parce que plus on a affaire à des gens qui ont besoin de plus en plus d'autonomie. Mais ceux qui sont tout en bas, souvent, ils attendent qu'on leur dise quoi faire, parce que de toute façon, ils viennent d'arriver. Ils ont pas eu le temps de faire leurs preuves, etc. Voilà. Donc c'est important de se souvenir que tout ça dépend de la situation. On n'est pas idéologique, là. On n'est pas en train de dire il faut être autoritaire ou il faut être participatif tout le temps. Il faut s'adapter au contexte. Il y a des choses qui marchent bien et il y a des choses qui marchent mieux. Ce qui est important aussi, c'est que ce qui marche le mieux, c'est quand même le paradigme participatif avec des gens qui sont autonomisés. C'est l'intelligence collective. Alors, intelligence collective, je disais tout à l'heure, on a testé le QI du groupe il y a à peine une dizaine d'années, en 2010, pour la première fois. Mais curieusement, la première découverte qui a été faite sur l'intelligence collective, c'était en même temps que la découverte du QI individuel. Mais c'était de l'autre côté de la Manche, en Angleterre.
Elle a été faite par ce type génial, qui s'appelait Francis Galton, vous connaissez peut-être, qui était un statisticien génial, c'est un gentleman scientist, aujourd'hui on dirait un data scientist, mais c'était un gentleman scientist, exactement le genre que Jules Verne adorait. Il faisait des voyages en Afrique, il écrivait des livres pour raconter tout ça, et puis il faisait aussi des découvertes scientifiques le reste du temps. Lui qui a découvert l'anticyclone par exemple. Et c'est un génie des statistiques, c'est un cousin germain de Darwin, contemporain. Il était tellement passionné par la théorie de son cousin, le darwinisme, et en même temps il était génial lui-même, c'était un amoureux de l'intelligence, il faisait partie de l'élite intellectuelle, et donc ça lui a paru très naturel d'inventer cette chose abominable, l'eugénisme. Il a écrit 5 bouquins sur l'eugénisme pour promouvoir la chose à la fin du XIXe siècle, parce que ça lui paraissait très normal, étant donné qu'en Angleterre, on n'arrêtait pas de croiser les chiens, de croiser les bovins, de croiser les poules, de croiser les fleurs, de croiser tout ce qu'on pouvait pour améliorer les produits. Ça lui a paru très naturel de dire, tiens, ça va bien puisque l'homme, après tout, fait partie de ce règne naturel selon la théorie de mon cousin Darwin, pourquoi est-ce qu'on ne croiserait pas les humains intelligents entre eux pour obtenir des humains plus intelligents? Donc c'est parti d'une bonne intention, et puis ensuite, au XXe siècle, ça a tourné en vrille. Ça a été récupéré par des gens pas fréquentables, on va dire. Voilà. Mais Galton donc, est tombé en une très mauvaise réputation jusqu'à nos jours, mais il avait fait cette découverte géniale de l'intelligence collective vers la fin de sa vie. C'est d'ailleurs sa dernière découverte. Quelqu'un qui a publié dans les journaux scientifiques toute sa vie, le dernier papier qu'il a publié, c'était là-dessus. Ce qu'on appelle aujourd'hui la sagesse des foules. Comment ça s'est passé? Il était à la campagne, il était vieux, il était fatigué, il était malade, et donc il était retiré chez lui à la campagne. Et un jour, il arrive dans une foire agricole, il voit un attroupement d'à peu près 800 personnes qui sont tous en train d'essayer de deviner le poids d'un bœuf. Ça se fait toujours. C'est un concours. On paye quelques sous pour avoir le droit d'écrire sur un petit ticket sa meilleure estimation du poids du bœuf, pour gagner quelque chose quand on a la meilleure estimation. Voilà. Et Galton, à l'époque, comme je dis, il était membre de l'élite, et à l'époque, la Chambre des Lords était encore la chambre d'autorité politique principale, et il y avait quand même un débat, comme il y a aujourd'hui, sur le suffrage universel, d'une part, la suprématie de la Chambre des communes, d'autre part, par rapport à la Chambre des Lords, etc. Tout ça était en débat, et Galton, membre de l'élite, se disait que tout ça était un peu de la foutaise. Il s'est dit, tiens, voilà une occasion de montrer que ces gens qui sont aussi peu experts en bovins, généralement, ce n'est pas tous des éleveurs ni des bouchers, ils sont aussi peu experts en bovins que l'électeur moyen est expert en politique. On va montrer que leur jugement collectif ne vaut pas grand-chose. Et donc il a récupéré tous les tickets, il les a ramenés chez lui, il les a mis en ordre, de la plus petite estimation à la plus grande estimation, et au lieu de calculer la moyenne, parce que la moyenne c'était un peu pénible à faire à la main, avec un papier crayon sur 800 estimations, il n'avait pas de MacBook, il a pris la médiane, c'est-à-dire l'estimation qui était pile au milieu de toutes les autres. Et il s'est dit, ça c'est la voix du peuple, Vox Populi. Et il a trouvé que cette estimation était pratiquement pile poil dessus. Alors j'ai essayé, j'ai fait ça la semaine dernière devant une assemblée un petit peu plus petite, la moitié de celle-ci. Je leur ai dit devinez mon poids sur un petit ticket, et ça marche. Ça marche, ils étaient à un demi-kilo près. Alors ça allait de 63 kg à 82 kg. Hein, donc, beaucoup de différences, mais la médiane était à un demi-kilo près. Alors ça, c'est très amusant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la sagesse des foules, la capacité d'un groupe, collectivement, à deviner quelque chose que personne ne sait individuellement. Il n'y avait aucune estimation individuelle qui était plus proche que l'estimation médiane de la foule. Alors moi, ce que j'ai fait,
Et je raconte ça dans le livre, j'ai repris les 800 tickets de Galton, et je me suis dit, mais que se passerait-il si on prenait que la moitié? Au lieu d'être 800, on en prend 400. Et qu'est-ce qui se passe si on n'en prend que 40? Et qu'est-ce qui se passe si on n'en prend que 4? Et qu'est-ce qui se passe si on n'en prend que 1? Donc avec des foules très petites et de plus en plus grandes, comment est-ce que la sagesse de la foule augmente? Comment est-ce que l'erreur du poids du bœuf diminue? Et c'est ce que vous avez ici. Donc vous voyez le nombre d'estimations combinées qui va de 1 à 787, tout à fait à droite, avec une erreur d'environ 0, et vous avez le taux d'erreur moyen des groupes de cette taille-là sur l'axe vertical. Vous voyez que, d'une part, la moyenne des estimations, qui est donc la moyenne des 787 estimations, a un taux d'erreur qui est bien meilleur, c'est-à-dire bien plus petit, que l'estimation individuelle moyenne. Alors ça tord un peu les neurones, moyenne des estimations, estimation moyenne, ça, bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez aussi que le taux d'erreur moyen, c'est-à-dire une estimation au hasard prise dans la foule, était d'environ 4,5%. Donc vous avez grosso modo des gens qui en moyenne se trompent de 4,5%, vous les mettez tous ensemble et vous ne vous trompez plus du tout. C'est ça qui se passe, c'est la magie du truc. L'autre magie, c'est que plus on est, meilleur on est. Vous voyez bien que ça descend, et ça descend de façon continue. Quand on prend, et ça descend pas n'importe comment d'ailleurs, hein, ça descend d'une façon qu'on appelle le rendement décroissant. C'est-à-dire qu'avec 10 personnes, vous faites 3 fois mieux qu'avec une seule. Si vous rajoutez, vous allez jusqu'à 100 personnes, vous faites à nouveau 3 fois mieux qu'avec 10. Et si vous avez accès à encore 700 personnes, vous pouvez faire encore beaucoup mieux qu'avec 100. Mais si vous êtes déjà 100, ça ne sert à rien d'être 101. Si vous êtes déjà 10, ça ne sert à rien d'être 11. Okay. Donc c'est la décroissance. La décroissance, en général, on n'aime pas. Enfin, bon, peut-être pas, mais oui, il y en a qui aiment. En entreprise, on n'aime pas la décroissance. Les économistes n'aiment pas la décroissance. Voilà. Mais en l'occurrence, en ce qui concerne l'intelligence collective, la décroissance est une super bonne chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a le maximum de bénéfices dès le départ, dès qu'on demande à une autre personne son opinion pour la combiner avec la nôtre. Donc si vous voulez être un tout petit peu plus intelligent, déjà, hop, demandez à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu en penses? C'est pour ça que je disais le couple, c'est déjà la base de l'intelligence collective, parce qu'on est rarement d'accord, mais on est quand même meilleur ensemble que chacun de son côté. Voilà, donc ça c'est très important. Alors là, je vais faire quelque chose de complètement interdit, je suis désolé. Surtout à 7 heures du soir, c'est de vous montrer une équation. Voilà. Alors, oui, je sais. Pas de panique. Mon éditrice m'a dit, ne mets pas l'équation dans le livre. J'ai dit, si, il faut la mettre, une footnote, une note de bas de page. Bon, cette équation, c'est pas la peine d'essayer de la lire. Vous pourriez, avec de l'algèbre de secondes, vous sauriez le faire. Je vais vous dire ce qu'elle dit, mais je voulais que vous sachiez qu'elle existe. Que l'intelligence collective, c'est mathématique. C'est pas juste un truc sympa. C'est des mathématiques. Qu'est-ce qu'elle dit, cette équation? Ce qu'on a vu avec l'histoire du bœuf, c'est que l'erreur du groupe, l'erreur collective, elle dépend de deux choses. Elle dépend de deux choses également. Il n'y a pas une chose qui est plus importante que l'autre. La première chose, c'est l'expertise individuelle, qui est mesurée là par l'erreur individuelle. Donc l'erreur collective diminue quand l'erreur individuelle diminue. Normal. Mais ce qui n'est pas intuitif, c'est que l'erreur collective diminue aussi quand la diversité des opinions augmente. Moins on est d'accord, plus on a de chances qu'ensemble, on ait raison. C'est pas intuitif, ça. Et vous voyez que les deux sont aussi importants dans l'équation. Il n'y a pas un coefficient 5 pour l'expertise individuelle et un coefficient 1, comme le sport au bac, pour la diversité des opinions. La diversité des opinions est aussi importante que l'expertise individuelle. Et les deux se complètent. C'est pas l'un ou l'autre. Ça veut dire quoi, cette équation? C'est comme E égale MC2.
Vous pouvez la regarder dans tous les sens, c'est toujours un truc fascinant à comprendre. La première chose, c'est que si vous êtes dans une réunion, ça vous est déjà arrivé, et vous êtes le meilleur de la réunion, et il y a plein d'autres gens qui sont dans la réunion, vous dites « Oh là là, je vais devoir les écouter ». Mais oui, ils ont forcément quelque chose à apporter au groupe. Parce qu'à partir du moment où ils disent quelque chose de différent de vous, même s'ils sont moins experts que vous, la différence des opinions va compter pour rendre le groupe plus intelligent. Première chose. Deuxième chose, si vous êtes parmi les boulets du groupe que tout le monde considère comme n'ayant pas un avis intéressant, parce que non expert, vous avez le devoir de vous exprimer quand même tant que vous dites quelque chose de différent de ce qui a déjà été dit par tous les autres. Parce que vous allez comme ça rendre le groupe plus intelligent. Donc quand on pense quelque chose de différent dans un groupe, il faut le dire. Parce que c'est comme ça qu'on rend son groupe plus intelligent. Voilà, donc voilà pour l'équation, le théorème de la diversité. C'est important de savoir que ça existe et que c'est prouvé mathématiquement. Dans le cas du bœuf, comment ça s'explique ? Ça veut dire que la diversité, c'est quoi ? C'est que dans mon cas, il y en avait qui disaient 62 kg, d'autres 82 kg. Il y en avait qui me surestimaient beaucoup, d'autres qui me sous-estimaient beaucoup. Eh bien, plus on est nombreux dans le groupe, plus il y a de chances que mon erreur soit compensée par l'erreur strictement inverse de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'on fait tous des erreurs, on apporte tous un peu de connaissances, mais personne n'a la réponse exacte, surtout quand la situation est un petit peu complexe. Donc on a tous des erreurs, des connaissances et des biais. Quand on est ensemble, les connaissances s'assemblent comme des pièces de puzzle, tandis que les biais, eux, s'annulent les uns les autres. Mon erreur annule ton erreur, et ton erreur annule mon erreur. C'est pour ça qu'on est plus intelligents ensemble. D'ailleurs, quand on y pense, l'intelligence a toujours été collective. Prenez un super intelligent, prenez Macron, vous le mettez il y a 10 000 ans, 30 000 ans, dans la savane, il ne va pas durer 10 secondes. Il va durer 10 secondes, vous êtes d'accord, hein, face au lion, voilà, il ne va pas réussir à chasser le mammouth tout seul, et il ne pourra pas résister au lion tout seul. Donc si on existe aujourd'hui, c'est parce qu'on a toujours fonctionné en intelligence collective. Sinon, on aurait disparu depuis longtemps. Alors, un exemple de cette interaction entre diversité et expertise individuelle. C'est une expérience qui a été faite sur des avocats. Des avocats qui ont soit 20 ans d'expérience, donc des professionnels très expérimentés, soit des étudiants en fac de droit, pas n'importe où, à Stanford. Donc des gens très intelligents, mais sans expérience pratique, réelle, par rapport à des gens très expérimentés. Et on leur demande d'estimer le résultat d'un procès. Des procès réels, on connaît le résultat, eux ne le connaissent pas, on leur explique que quand le procès s'est déroulé, on leur demande d'estimer le jugement du jury. Vous voyez qu'un étudiant, en moyenne, est 2 fois moins bon qu'un expert. Mais on sait que la diversité peut compenser le manque d'expertise, d'après l'équation. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on prend beaucoup d'étudiants ? Dès qu'on est 14 étudiants, on prend la moyenne de leurs estimations, on a une estimation qui est aussi bonne que celle d'un expert avec 20 ans d'expérience. Donc on peut remplacer, ensuite c'est une question économique, parce que ça coûte moins cher d'avoir 14 étudiants que d'avoir un avocat avec 20 ans d'expérience. Voilà, ça dépend du domaine. Mais évidemment, rien n'empêche l'avocat, surtout si c'est pas trop cher et qu'on peut s'en payer deux, de combiner leurs estimations entre eux aussi, et ils sont sujets à la même courbe, la même amélioration. La sagesse des foules, ça s'applique aussi à ceux qui sont déjà experts, à partir du moment où ils pensent différemment. Si vous prenez 2 énarques, ça ne sert à rien, par exemple. Mais si vous prenez un énarque et un polytechnicien, là, d'un seul coup, vous avez des points de vue différents. Et ça permet donc d'être plus intelligent. Et maintenant, pour 2 avocats, il faut 42 étudiants. Donc,
ces ratios entre 1 et 14, 2 et 42, évidemment, ils dépendent entièrement du domaine qu'on est en train de regarder, mais on les retrouve, quel que soit le domaine qu'on regarde, où il y a des experts et des novices, on retrouve cet interchange possible entre un grand nombre de gens moins experts contre un petit nombre de gens très experts. On peut remplacer l'expertise par la diversité, on peut remplacer le manque de diversité par plus d'expertise. Si vous avez très peu de gens à qui demander, vous avez intérêt à ce qu'ils soient très bons. Voilà. Alors maintenant, on va refaire un test. Vous connaissez, vous avez tous vu Qui veut gagner des millions. On va faire un test. Alors, ça marche avec vous. Vous savez que dans Qui veut gagner des millions, on peut soit demander à l'audience, soit demander à quelqu'un qui est censé être très bon. Évidemment, le truc qui marche le mieux, c'est quand on demande à l'audience. Parce que celui qui est censé être très bon, souvent, il est très très mauvais. Alors on va faire ce test-là. Et alors, je vais vous poser une question qui va peut-être paraître triviale à certains d'entre vous. Et alors ceux qui semblent, ceux qui pensent, qui sont sûrs, on va dire, de connaître la bonne réponse, je leur demande de ne pas répondre, de ne pas parler à leurs voisins, et de ne pas, et je vous demande de ne pas en parler entre vous non plus. Donc faites ça silencieusement. Je vais d'abord demander, après avoir montré la question, qui sont ceux, levez la main, ceux qui sont sûrs de connaître la bonne réponse, juste pour savoir combien il y en a dans la salle. Donc, lequel de ces prénoms ne fait pas partie de la famille de John Kennedy? Donc on a combien? On a quoi? Voilà, alors, vous êtes sûr de connaître la bonne réponse, vous êtes peut-être une vingtaine. S'il vous plaît, ne répondez pas. Je voudrais que ne répondent que ceux qui sont pas sûrs. Alors, allez-y. Et ne dites pas à votre voisin. Bon? Encore 2 secondes. 1, 2. On va voir ça donne. Voilà, Douglas. Bravo. C'était pas une question très difficile, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même avec des gens qui répondent, dont aucun n'est sûr de connaître la bonne réponse émerge de façon extrêmement visible, extrêmement claire. Pourquoi? Parce que parmi ceux qui hésitent, il y en a qui hésitent entre les 4. Il y en a, voilà, une chance sur 4. Il y en a qui hésitent simplement entre 3, donc ont déjà éliminé une mauvaise. Il y en a qui hésitent entre 2, etc. Et à chaque fois, évidemment, Douglas se retrouve. Et donc, Douglas bénéficie de l'effet statistique à chaque niveau, tandis que les autres, non. Donc, Douglas ressort. C'est comme ça que ça marche, Qui veut gagner des millions. C'est pour ça que ça marche. Alors, une question un peu plus difficile, pour moi, pour vous peut-être aussi, je ne sais pas, pour moi c'était très difficile, ça. Quel est ce pays balte qui est au milieu des 2 autres? Pour moi c'était très dur, peut-être pas pour vous. Alors, si, répondez, tout le monde y va là. Alors, quand on pose cette question-là, quand on pose la question sur Kennedy à des gens qui ont moins de 40 ans, ils ne savent même pas de quoi on parle. Et je pense que cette question-là, à moins que vous ayez pris EasyJet pour y aller un week-end, vous ne savez pas non plus. Moi, je ne savais pas jusqu'à ce que j'ai pris EasyJet. Alors que tous les jeunes, eux, moins de 25 ans, ils sont tous déjà allés là-bas plusieurs fois, ils connaissent par cœur. On va voir si vous savez, vous. La Lettonie, oui. Bravo. Bravo. Bon, alors maintenant, je vous ai démontré la sagesse des foules de plein de façons différentes. Mais vous savez que tout ce que je raconte, c'est n'importe quoi. Parce que vous avez grandi avec ça dans la tête, comme moi. Enfin, on a tous des images de foule un peu folles, différentes. Moi, c'est celle-là qu'on m'a inculquée quand j'étais à l'école et qui m'est restée. Donc quand je pense à une foule un peu folle, je pense à ça. Vous, ça pourrait être autre chose. Il y a des exemples plus ou moins récents, etc. On s'est tous fait prendre par un mouvement de foule. On a tous été idiots en groupe. On a tous eu cette expérience d'être moins intelligent quand on est en groupe que quand on est tout seul, etc. Donc,
Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier ce que nous dit Gustave Le Bon, dont parlait Jean tout à l'heure, qui a écrit ce merveilleux livre « Psychologie des foules » à la fin du XIXe siècle, qui est encore enseigné à Sciences Po. Nos élites sont éduquées avec ça, avec cette idée qu'on est toujours plus intelligent tout seul qu'en groupe. Que la productivité d'un meeting dépend et diminue avec le carré du nombre de gens dans le meeting, ce genre de choses-là, vous avez déjà entendu ce genre de choses. Que est toujours, la foule ne fait qu'accumuler la médiocrité, jamais l'intelligence. Et tout ça est vrai, on l'a tous vécu. Et vous avez aussi vécu le fait qu'on est intelligent ensemble ce soir. Alors qu'est-ce qui fait qu'une foule peut être intelligente ou pas? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est une question d'organisation. Donc il y a une recette pour fabriquer l'intelligence plutôt que la pensée unique, et ça commence par la diversité. Il faut qu'on soit différents. Si on est tous pareils, il y a toutes les chances qu'on ne soit pas tellement intelligents ensemble. C'est normal. Donc beaucoup de diversité d'opinions, ça se cultive. Il faut, quand on fait un meeting, il faut qu'il y ait des gens différents. Quand on recrute, il faut recruter des profils différents. Quand on forme un gouvernement, il faut qu'il y ait des gens qui viennent pas tous de la même école, ou du même parcours, ou du même parti, etc. Ensuite, ça ne sert à rien que chacun pense différemment si personne ne l'exprime. Parce que le processus ne se prête pas au fait de dire ce qu'on pense vraiment. Il y a beaucoup de meetings, on n'a pas intérêt à parler. Vous êtes un advisor de Trump, vous n'avez pas intérêt à dire ce que vous pensez. Il a bon dos. Merci. Donc, beaucoup d'indépendance d'esprit. Il faut que le processus, il faut que les règles du jeu, du meeting, font qu'on a intérêt, ou qu'on soit même obligé, pour participer, d'exprimer sa différence, d'exercer son indépendance d'esprit. Les groupes ne sont jamais aussi intelligents que quand chacun pense de façon complètement indépendante. Pour éviter justement cette contagion morale dont j'en parlais tout à l'heure. Contagion. On ne veut pas que les autres influencent trop la façon dont on pense. Il faut que chacun réfléchisse à sa façon au problème. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Ça veut dire qu'on ne va pas chercher le consensus. Le consensus, c'est l'ennemi de l'intelligence. Je donnais une conférence avec le grand rabbin de France, un type formidable, c'est jeune, polytechnicien, et qui me dit à la fin, c'est incroyable ton truc, c'est comme le Talmud avec les preuves scientifiques. Je dis, ah ouais. J'étais pas très expert en Talmud. Je lui dis, de quoi tu parles? Il me dit, oui, par exemple, dans le Talmud, il y a beaucoup d'histoires qui racontent que dans le conseil du village, quand tout le monde est d'accord, quand la décision fait l'unanimité, eh bien on rejette la décision. Parce que ça veut dire que quelqu'un n'a pas réfléchi. Donc on ne va pas chercher, pour que le groupe soit intelligent, on ne va pas chercher le consensus. Parce que le consensus, ça oblige les gens à se conformer les uns aux autres. On va au contraire demander à chacun de diverger le plus possible pour exprimer sa vérité propre, sa vérité intime. Ce qu'il a apporté de plus que les autres n'ont pas encore dit, etc. Et ensuite, pour pas que ça empêche d'avancer, il faut quand même qu'on ait un processus décisionnel d'agrégation, de dire ok, maintenant tout le monde a parlé, on a écouté tout le monde, on prend une décision. Et donc cette décision, qu'on imaginez en démocratie, c'est quoi? C'est un vote, c'est une élection. Les élections, personne ne cherche à être d'accord. Personne n'est d'accord. D'ailleurs, ça se finit toujours à 50% qui sont d'accord, 50% qui n'étaient pas d'accord avec celui qui a gagné. Voilà. Mais on avance. La règle, c'est 50% plus 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on a inculqué et ce que pensent beaucoup de grands philosophes aujourd'hui, y compris mon beau-père, y compris des gens comme Alain Finkielkraut, qui est adorable par ailleurs, mais qui est très très dubitatif sur l'intelligence collective,
en disant je me méfie de l'intelligence collective, etc. Bon. Ce sont des gens qui sont habitués à penser tout seuls dans leur coin. Mais en fait, l'ennemi de l'intelligence, c'est pas de penser tout seul dans son coin. Le nombre lui-même, en tant que tel, n'est pas l'ennemi de l'intelligence. L'ennemi de l'intelligence, c'est quand on est obligé de se conformer à ce que pense le nombre, plutôt que d'encourager chacun dans le nombre à réfléchir indépendamment. Au contraire, l'ami de la sagesse, c'est la diversité. C'est pas d'aller penser tout seul dans son coin. C'est pas d'avoir que certains profils dans l'entreprise ou au gouvernement. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Pour moi, ça veut dire quelque chose de très profond, qui est que l'intelligence est toujours collective. Que l'on parle de cervelle, d'intelligence artificielle ou d'intelligence collective, en fait, on parle toujours de la même chose. Toutes les formes d'intelligence les plus abouties, cervelle artificielle, sont collectives. Votre cerveau, c'est 100 milliards de petites choses pas très intelligentes qui, ensemble, sont intelligentes. L'intelligence artificielle, on va le voir tout à l'heure, c'est aussi pas un algorithme très intelligent, mais plein d'algorithmes pas très intelligents qui fonctionnent ensemble. Et je vais vous montrer pourquoi l'intelligence est toujours collective. Voilà, vous vous souvenez de la recette qu'on vient de voir, diversité, indépendance et agrégation objective. Vous avez ces représentés là d'une autre façon. Vous avez tous ces petits contributeurs qui ont des formes différentes, qui sont diverses, qui pensent de façon diverse. Il y en a qui pensent triangle, d'autres qui pensent rectangle, d'autres qui pensent rond, etc. Qui contribuent indépendamment, chacun de son côté, à un agrégateur objectif qui va ensuite prendre tout, faire un calcul, faire un vote, faire une moyenne, faire quelque chose pour en sortir une décision. A priori, on espère intelligente. À quoi ça ressemble ça ? Pour ceux qui ont fait un peu de biologie, ça ressemble exactement au schéma d'un neurone. Le neurone, la base de votre cerveau, c'est une petite cellule ultra-sociale qui reçoit, qui écoute à peu près 1000 autres neurones qui lui envoient un signal, chacun indépendamment, chacun de son côté. Il récupère tous les inputs, tous les signaux de ces 1000 neurones autour. Il fait un petit calcul dans son corps cellulaire, un calcul d'ailleurs assez sophistiqué, plein d'additions, de multiplications, etc. Et il décide, si lui-même, si le calcul est satisfaisant, s'il envoie un signal aux 1000 autres neurones qui attendent en aval de savoir ce qu'il est le résultat de sa déduction. Donc vous avez la base de votre cerveau même qui est exactement le schéma d'une intelligence collective, tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Et c'est à tous les niveaux du cerveau comme ça. À tous les niveaux du cerveau, vous avez de l'intelligence collective jusqu'à ces deux hémisphères. Vous savez que vous avez deux hémisphères, le droit et le gauche. Et on vous dit souvent qu'ils pensent différemment. Il y en a un qui est créatif, l'autre qui est analytique, etc. Tout ça est un peu caricatural, mais c'est vrai que vous avez deux hémisphères et qu'elles ne pensent pas pareil. Et que vous avez l'impression d'une pensée cohérente, mais que cette pensée cohérente n'est en fait que le résultat de l'intelligence collective de ces deux hémisphères qui pensent très très différemment l'une et l'autre la même réalité. Exemple, on ne s'en rend pas compte quand on a un cerveau qui fonctionne bien, mais quand on prend des gens qui ont eu un choc, qui se sont abîmés le cerveau droit ou qui se sont abîmés le cerveau gauche, et qu'on leur demande de reproduire cette petite figure, vous avez donc un triangle fait de rectangles, ou alors un M fait avec des petits Z, vous leur demandez de reproduire ça. Qu'est-ce que ça donne ? Si vous avez un problème au cerveau droit, il ne vous reste plus que le cerveau gauche qui fonctionne bien, vous voyez le détail, mais vous êtes presque aveugle à l'image globale. Donc ça, c'est ce que voit le cerveau gauche. Maintenant, le cerveau droit, lui, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit uniquement le global et il est aveugle au détail. Donc dans votre tête, là, maintenant, vous avez ces deux façons de percevoir le monde qui ensuite sont combinées, évidemment. Les fractions de seconde, vous ne vous en rendez même pas compte. Mais vous êtes déjà, comme je disais, le couple, voilà, chacun perçoit la chose différemment.
Et là, c'est la même chose à l'intérieur de votre tête. Et c'est la même chose entre vous ce soir et vous demain matin. Ou vous avant le dîner, vous après le dîner. Vous ne réfléchissez pas de la même façon à la même chose à différentes heures de la journée et d'un jour à l'autre. D'ailleurs, avant de prendre une bonne décision, qu'est-ce qu'on vous dit ? La nuit porte conseil. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous pouvez combiner votre opinion d'hier soir avec votre opinion de ce matin et faire la moyenne des deux et du coup faire une meilleure décision que si vous l'aviez faite avec une seule opinion. Donc si vous manquez de gens à qui demander, vous pouvez vous demander à vous-même à différents moments de la journée. C'est ça que ça sert. Donc les intelligences artificielles, c'est pareil. Vous avez on parlait de qui veut gagner des millions tout à l'heure, là vous avez IBM Watson, vous avez peut-être entendu parler de ça, l'intelligence artificielle d'IBM, qui a gagné en Amérique l'équivalent de questions pour un champion, donc des tas de questions de culture générale, qui a gagné le concours en direct à la télé devant les deux meilleurs champions de ce jeu qu'on appelle là-bas Jeopardy, qui est un jeu un peu comme question pour un champion, sauf que c'est encore plus compliqué parce qu'au lieu de vous poser une question et vous demander d'avoir la bonne réponse, on vous donne une réponse et vous devez savoir quelle est la bonne question. Alors ça vous tord la tête encore un peu plus, ça vous retarde un peu plus avant d'appuyer sur le bouton en disant c'est moi qui ai la bonne réponse, etc. Et donc c'était très difficile à résoudre comme problème d'intelligence artificielle, surtout que ça touche à toute la culture générale. Et la façon dont IBM a résolu ça, c'est pas en écrivant un algorithme d'intelligence artificielle très 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 intelligent. C'est, parce que ça c'était impossible, c'est en ayant plusieurs centaines, je crois 300, je sais pas, algorithmes pas très intelligents individuellement, mais qui chacun votait pour une réponse, d'après sa façon de comprendre quelle était la question. Et ensuite on comptabilise le nombre de votes, donc sur les 300 algorithmes, quelle est la réponse qui a été la plus populaire, et du coup c'est celle-ci qui gagne à chaque fois. Donc à nouveau, l'intelligence artificielle repose entièrement en fait, sur du collectif de choses un peu moins intelligentes que le global. Alors, pour rester sur l'intelligence artificielle, vous avez ce type, là, Yann Lequin, qui est la raison pour laquelle on vous parle d'intelligence artificielle toute la journée. C'est lui qui a inventé ce qu'on appelle les algorithmes d'apprentissage profond, deep learning, qui font que les voitures arrivent à se conduire toutes seules, qui font qu'on arrive à diagnostiquer les images médicales, etc. Avec des réseaux de neurones sophistiqués. Et ce type-là, qui tripatouille avec les doigts dans le cambouis l'intelligence toute la journée pour en fabriquer, il va vous dire une chose très intéressante. Il dit que la base de l'intelligence, c'est la prévision. C'est pas le raisonnement, c'est la prévision. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est une évidence quand on y pense. Avant de prendre des décisions, des bonnes décisions, il faut d'abord prévoir les effets de nos décisions. C'est pour ça qu'on a un cerveau. Tout simplement, on a un cerveau pour prévoir ce qui va se passer si on fait ceci ou si on fait cela. Si on va à droite ou à gauche en sortant de la caverne, est-ce qu'on va se faire manger en allant à droite par le lion ou est-ce qu'on va pouvoir arriver jusqu'au mammouth en allant à gauche ? Est-ce qu'on va se prendre un caillou sur la tête si on passe par là ou si on passe par là, etc. Donc ceux qui n'ont pas pris les bonnes décisions, nous n'en sommes pas les descendants. C'est-à-dire, donc ceux qui ont utilisé leur cerveau pour faire des bonnes prévisions avant de décider, Mendès France, fameusement, avait dit « gouverner, c'est choisir ». Bien non, en fait, gouverner, c'est d'abord prévoir. Ce que disait quelqu'un d'autre. Et alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est justement dans la prévision que l'intelligence collective surperforme toutes les autres. Quelque chose qu'avait repéré ce magazine de l'élite mondiale, The Economist, il y a quelques années en disant les pronostiqueurs, les futurologues les plus écoutés de nos jours sont ces collectifs de pronostiqueurs qui chacun essaye d'avoir raison et les systèmes qui arrivent, qu'on appelle les marchés prédictifs, qui arrivent à consolider les pronostics d'énormément de gens, donc l'intelligence collective, pour faire des prévisions sur le futur géopolitique, économique, etc. Alors pourquoi ça marche ? C'est un marché prédictif, ça fait peur comme combinaison de mots. Déjà, sagesse des fous, ça faisait peur, ça n'allait pas ensemble. Mais le marché prédictif,
quand on sait la folie des marchés financiers, hein, on dit que c'est un peu louche. Voilà. Mais en fait, ça marche très bien. Pourquoi ça marche? Parce qu'on demande aux gens de parier sur ce qui va se passer. Ce sont en fait des systèmes de paris en ligne. Et qu'est-ce qui se passe dans un cerveau quand on lui demande de parier? Au lieu de voter ou de liker ou de préférer simplement quelque chose, hein, quand on demande à un cerveau de préférer quelque chose, on active les zones de la mémoire et des émotions. Quand on demande à un cerveau de parier sur quelque chose pour essayer d'avoir raison, plutôt que de se faire plaisir, à ce moment-là, le cerveau se met à réfléchir, tout simplement. Donc le pari active le raisonnement, c'est ce qu'on voit dans ces images cérébrales. Il active le cortex, notamment le cortex frontal, vous voyez là, qui nous différencie des singes, alors que la préférence active les émotions et les zones de la mémoire dans les lobes temporaux. Donc c'est pour ça que ça marche mieux. Quand on fait parier les gens, ils réfléchissent mieux, et quand on réfléchit collectivement, on arrive à bien fonctionner ensemble. Alors nous, on utilise ça dans ce qu'on appelle donc des marchés prédictifs. C'est ma spécialité. Alors on va prendre une question, par exemple, on arrive à coter, les marchés financiers cotent les entreprises. Hein. Personne, individuellement, ne décide combien vaut Alcatel. Qu'est-ce qui ou L'Oréal. La valeur de L'Oréal, c'est décidé par tous les gens qui parient sur les actions de L'Oréal, collectivement. Même chose pour les petits chevaux, vous arrivez à coter la possibilité d'un cheval de gagner la course demain en mettant des tas de gens qui parient au PMU sur les chances de chacun de pouvoir gagner. Là, on fait la même chose, mais pour n'importe quel type d'événement du futur. On le cote comme sur un marché financier, on demande aux gens d'acheter ou de vendre des prévisions. Si la prévision se réalise, elle vaut 100 points. Si la prévision ne se réalise pas, elle vaut 0 points. Donc vous l'avez acheté à 30 points, elle vaut 0, vous avez perdu 30. Vous l'avez acheté à 30 points, elle se réalise, elle vaut 100, vous avez gagné 70. Donc les gens sont motivés pour essayer de gagner comme ils sont motivés pour essayer de gagner sur un marché financier, sauf que là c'est un marché du futur, un marché de prévision. Alors ici vous avez par exemple le Brexit, est-ce que ça va arriver avant la fin de l'année ou pas? Et aujourd'hui le marché vous dit, alors c'est très important de comprendre ça, le marché ne vous dit pas 52% des gens pensent qu'il n'y aura pas de Brexit cette année. Le marché vous dit, tous les gens ensemble, tous les parieurs ensemble, pensent qu'il y a une chance sur deux qu'il n'y ait pas de Brexit cette année. Et comme un marché financier, ça ne va pas de bouger, ça ne va pas de monter, de descendre au fur et à mesure de l'actualité et des bêtises que chacun va dire autour de ça. Alors nous, on applique ça à tout, toutes sortes de choses géopolitiques, et je vous encourage vivement, chacun de vous, si vous voulez mesurer votre capacité à prévoir le futur sur des événements du monde, hein, parce que nous on s'intéresse à la géopolitique et à l'économie. Donc s'il y en a parmi vous qui s'intéressent, je vous suggère vivement de venir sur la plateforme Hypermind, de vous enregistrer, c'est complètement gratuit, hein, c'est du pari fictif. Voilà. On peut gagner quelques sous, mais l'inscription, le jeu est gratuit. Et ça vous permet de vous mesurer votre capacité à être un bon prévisionniste sur des sujets comme le Venezuela, Kim Jong-un, l'élection américaine l'année prochaine, etc. Donc c'est assez rigolo. Et alors, les résultats de ça, quand on prend toutes les prévisions, toutes les probabilités qui ressortent du système, on remarque quelque chose d'extraordinaire. C'est que collectivement, les parieurs arrivent à deviner les probabilités réelles du futur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, je vais vous demander de suivre ça attentivement. Vous avez sur l'axe horizontal le pourcentage de probabilité, le pourcentage de chances que les événements ont de se produire. Et vous avez à la verticale le pourcentage de ces événements qui se sont effectivement produits. Comment est-ce qu'on lit ce graphe? Chaque point, vous avez donc ici, tous les événements, il y en a peut-être une centaine, qui ont été cotés à 20% de chances de se réaliser.
Et quand vous regardez ensuite combien il y en a qui se sont réalisés, il y en a 20% qui se sont réalisés. La même chose à tous les niveaux de probabilité. C'est complètement étonnant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut vous dire avec certitude qu'est-ce qui va se passer demain. Ça veut dire, on peut vous dire, vous avez ici 100 événements, il y en a très exactement 25 qui vont se réaliser. Mais on ne peut pas vous dire lesquels. Mais c'est quand même pas mal. C'est quand même très étonnant que le collectif, l'intelligence collective, arrive comme ça à deviner le champ de probabilité qui sous-tend la réalité, qui sous-tend le futur. C'est complètement étonnant. Alors, évidemment, on applique ça dans les entreprises et on se rend compte que quand on utilise les employés, qu'on leur fait parier sur combien de choses on va vendre, etc., on obtient des résultats qui sont 3 fois sur 4 meilleurs que ce qu'on a d'habitude. On applique ça aussi et dans les entreprises pour tout ce qui est innovation, et on se rend compte que quand il s'agit, que nous qui le disions, c'est Harvard, Wall Street Journal, etc., que les entreprises qui sont les plus innovantes ne sont pas celles qui dépensent le plus d'argent en R&D, mais celles qui impliquent le plus de leurs collaborateurs dans l'innovation. Dans avoir des nouvelles idées de produits, de nouvelles idées de façons de faire différentes, de management différent, etc. Alors nous, on a été appelés à travailler, c'est très intéressant, avec les agences de renseignement américaines qui s'intéressent beaucoup à l'intelligence collective. D'une part, et beaucoup à la prévision, d'autre part, parce que depuis le 11 septembre 2001, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un peu de mal en termes de prévision et ils aimeraient beaucoup faire tout ce qu'ils peuvent pour améliorer ça. Et donc ils financent énormément de recherches avec beaucoup d'argent, de recherches ouvertes, des gens comme nous qui sont dans le privé peuvent participer, etc. Donc c'est pas des top secrets, mais qui à très très grande échelle permettent de tester différentes façons de faire des prévisions ensemble. Et donc on a testé pendant 4 ans avec des grandes universités américaines 10 000 personnes recrutées parmi vous, parmi les lecteurs, là-bas c'était le Wall Street Journal, le New York Times, Washington Post, etc. Des gens qui s'intéressent à ce qui se passe dans le monde, comme vous, ici ce serait n'importe quel lecteur de journal, ce serait déjà un miracle, il faut en recruter. Mais donc des amateurs, des gens qui s'intéressent au monde, qui ne sont pas des professionnels, qu'on payait $200 par an pour leur participation, donc rien, à qui on demandait de répondre à des centaines de questions géopolitiques du style Brexit, combien de missiles la Corée du Nord va envoyer, qui va être élu en Afghanistan, etc. Bon, toutes sortes de questions, parfois à des endroits du monde vraiment reculés, où il y a très peu de données, très peu de data, très peu de sondages, très peu de précédents, etc. Et donc, il n'y a aucune façon d'entraîner des modèles ou des intelligences artificielles à prendre ça en compte, puisqu'il n'y a pas les data, il n'y a pas les précédents, il n'y a pas les données, etc. Mais si en Afghanistan, il y en a eu une demi, jusqu'à présent. Donc c'est très dur de prévoir, basé là-dessus. Et alors on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ça marche formidablement bien. Donc on obtient les mêmes corrélations entre la prévision et la réalité que vous avez vu tout à l'heure. Donc ils ont trouvé que ça marchait très très bien. Et aussi autre chose, c'est que quand au bout d'un moment, fait passer les gens à travers des centaines de cercles de feu de prévision, des centaines de questions, au bout de quelques douzaines de questions, on se rend compte qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Quand on prend que ceux-là qui sont meilleurs que les autres, visiblement, on obtient jusqu'à 30% mieux, en les mettant tous ensemble, que ce qu'arrive à faire la CIA avec toute l'information top secrète, des analystes très bien payés pour faire ça toute la journée. Et là, je vous rappelle, on a des amateurs qui sont payés quasiment rien et qui n'ont accès qu'à Google pour trouver de l'information. Donc ça, c'est à nouveau une sorte de miracle. Mais le vrai miracle, il est encore plus loin, c'est quand on se pose la question, qui sont ces meilleurs prévisionnistes? Qu'est-ce qui fait que vous êtes très bon et vous êtes un peu moins bon? Désolé.
Eh bien, en fait, la découverte, c'est la suivante. C'est que quand il s'agit de faire des prévisions, l'expertise n'est pas prédictive du tout de votre capacité à le faire. C'est pas parce que vous êtes expert dans le domaine que vous allez être un bon prévisionniste dans le domaine. C'est complètement pas corrélé du tout. Pas du tout. Il y a autant d'experts qui sont aveuglés par leur expertise, par leur idéologie, par leur modèle, qui se sont construits, que d'experts qui sont éclairés par leur expertise. Et il y a autant d'amateurs qui sont nuls parce qu'ils sont idéologues, ils sont coincés dans une façon de penser, que d'amateurs qui sont très très bons. Ce qui détermine vraiment les bons des mauvais, c'est pas ce qu'ils savent, c'est comment ils pensent. Et cette façon de penser, qu'on aimerait bien émuler, et qui est très rare, c'est ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit active. Alors là, le mot-clé, c'est pas l'ouverture d'esprit, parce que qui ici dirait « je ne suis pas ouvert d'esprit » ? On est tous très ouverts d'esprit. Le problème, c'est d'être activement ouvert d'esprit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va activement chercher à discuter avec des gens qui ne vont pas être d'accord avec vous, qui vont vous expliquer que vous avez tort, que vous réfléchissez mal. C'est super désagréable. Hein ? Sur Facebook, on ne fait pas ça. Sur Facebook, on reste entre nous. C'est plus confortable. Hein ? Quand on lit un journal, on lit Figaro, on ne va pas le lendemain lire Libé, c'est désagréable. Et inversement. On n'aime pas se confronter à des opinions contraires qui remettent en question les modèles qu'on s'est établis. Eh bien, ceux qui sont très bons, c'est ceux qui font ça. C'est ceux qui font ça naturellement, et ils sont très très peu. Voilà. Ils sont très très peu à aimer écouter les autres, écouter des opinions différentes avant de se faire une idée eux-mêmes. Et ces mêmes gens-là, non seulement ils écoutent plein d'autres gens avant de se faire une idée, mais en plus le lendemain ils remettent tout en question. C'est l'inverse de l'idéologue. C'est l'inverse de celui qui se construit un modèle et qui ensuite reste coincé dedans. C'est celui qui tous les jours améliore son modèle, le change, parfois le rejette complètement parce que finalement ça ne correspond pas à la réalité. C'est, comme dirait Fitzgerald, celui qui arrive à garder en tête deux idées contradictoires, mais qui est quand même capable de continuer à fonctionner. Quand on sait que c'est ça qui marche, peut-être que ça ne vient pas naturellement, mais on peut s'entraîner. On peut s'entraîner à le faire. On peut y prendre plaisir au bout d'un moment en se disant, finalement, je sais que c'est ça qui marche, donc je vais écouter celui-là qui va me porter la contradiction. Ça ne veut pas dire que je suis obligé de penser qu'il a raison, mais au moins, ça va contrecarrer certains des biais que j'ai forcément, dont je ne me rends même plus compte. Et ça va aussi vous éclairer sur comment devenir plus intelligent vous-même. C'est même la seule façon qu'on ait aujourd'hui de devenir chacun de nous plus intelligent. Parce qu'on ne peut pas prendre une pilule, on ne peut pas faire une cure de sudoku intensive pour devenir plus intelligent. Ça ne rend pas plus intelligent, ça. La seule chose qui vous permet d'augmenter votre QI individuel, c'est d'emprunter le cerveau des autres. Comme disait fameusement le président Wilson, qui, je le rappelle, avait inventé la première intelligence collective planétaire avec la Société des Nations. Donc, voilà un président américain qui considérait la vie des autres. Et alors c'est difficile parce que ça remet en question beaucoup de choses. On a tous été élevés avec ça, hein, à l'école, et à l'université, et après en entreprise, hein, où tout se base sur la performance individuelle. Je pense, donc je suis, je. Comment est-ce qu'on va remettre ça en question ? Là, si Descartes était là aujourd'hui, à mon avis, il dirait ça. C'est ça aujourd'hui, la façon d'exister, la façon d'être intelligent. Merci. Bien, écoutez, je ne m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi performant. Performance individuelle. Et je suis moi-même sidéré, je suis sous le choc. Alors je pense qu'il y a des questions. Oui, je voudrais revenir sur l'anecdote de l'histoire du Talmud.
à partir en milieu politique. J'ai été 34 ans fonctionnaire à l'Assemblée nationale, lieu où en principe la diversité des opinions est à son maximum, et un certain nombre de collègues, et moi-même ayant une certaine ancienneté, remarquions que les textes qui étaient adoptés à une très large majorité, que ce n'était pas l'unanimité, étaient toujours très mal fichus sur le plan technique, parce qu'il y avait un tel enthousiasme sur ce texte qu'on ne réfléchissait pas même aux modalités d'application, et que, deuxièmement, ils étaient souvent extrêmement inopportuns sur un plan politique. Donc, illustration concrète du récit du grand rabbin de France. Cher monsieur, je vais vous prendre au mot, étant donné que manifestement vous disposez d'une intelligence individuelle. Je vais vous donner mes réponses et vous allez trouver la question. Ma première observation est celle-ci. J'ai une perplexité sur votre méthode, car vous avez dit au cours de l'intervention que tout ça était mathématique. La mathématique, c'est une science exacte. Or, l'outil que vous utilisez est un outil statistique, qui est un satané mensonge, comme tout le monde le sait. Par conséquent, sur ce premier point, pensez-vous qu'il y ait quelque chose à ajouter? Ma deuxième observation est celle-ci. Est-ce que, pour parler de votre sujet, il vaut mieux être humoriste ou scientifique? Et je vous donne deux exemples. Nous prenons d'abord peut-être l'humoriste. Pierre Desproges nous dit que l'intelligence est le meilleur outil que l'homme a eu pour mesurer l'étendue de son malheur. Ce qui semble vouloir dire qu'on est plus heureux ensemble qu'en solitaire. Alors qu'en pensez-vous? Alors que le scientifique, on va prendre Joël de René, un de nos grands biologistes, et qui nous dit l'intelligence artificielle me fait un peu moins peur que la stupidité naturelle. Et ça voudrait dire, semble-t-il, qu'on est plus malin quand on est nombreux, et c'est ce que vous avez voulu démontrer. La question de la connerie humaine est très vaste. Il y a des gens qui ont écrit des très bons livres, qui ont fait des best-sellers là-dessus d'ailleurs récemment. La première base de l'intelligence, c'est de se rendre compte, il y a sûrement un philosophe qui a dit ça ou d'autres, qu'on est assez con individuellement, évidemment. Donc c'est l'humilité individuelle qui doit primer, et c'est ça qui est la base de tout. Si on veut devenir intelligent, déjà il faut admettre qu'on ne l'est pas encore, et du coup emprunter l'intelligence des autres, tout en sachant qu'ils sont assez cons aussi, mais qu'ils vont être cons d'une façon différente, qui va vous permettre de diminuer votre niveau de connerie individuelle. Donc c'est mathématique. Au final. Par ailleurs, comme je disais, vous mettiez en question l'utilité des statistiques. On sait depuis maintenant une centaine d'années que toute la réalité est basée sur les statistiques, sur la matière, l'atome, les particules, tout ce qui fabrique notre monde est basé sur des statistiques. On ne sait pas où sont les électrons dans l'atome. On peut vous dire statistiquement, il y a une chance qu'ils soient là. Et donc tout repose en fait sur les statistiques. Quant à cette distinction entre les sciences dures, ce serait par exemple la physique, les mathématiques, et les sciences molles, comme serait la sociologie ou ce dont je parle ce soir, je crois que c'est un grand physicien, je ne sais plus lequel, peut-être Paul Dirac, qui disait que la physique c'est en fait assez facile parce que on ne prévoit que le comportement d'atomes qui sont un peu tous pareils. Tandis que la sociologie, c'est comme prévoir le comportement d'atomes qui sont tous différents. Et donc on s'adresse là à des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus compliquées que ce que font nos prix Nobel de physique et autres. Il n'y a d'ailleurs pas de prix Nobel en sociologie, ni en économie, ni en sciences sociales du tout, ni en psychologie. Donc les statistiques, oui, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, c'est vrai, mais vous avez vu que dans les datas que je présente,
c'est quand même très étonnant à quel point l'intelligence collective peut être en empathie avec la réalité. Pas avec ses désirs, mais avec la réalité, avec ce qui va effectivement se passer dans le futur. Et ça, pour moi, c'est quand même quelque chose de très étonnant, de très nouveau et de très enthousiasmant, parce que ça veut dire qu'on pourrait utiliser l'intelligence collective, par exemple des Français, sur le terrain, qui pensent tous très différemment des gens au gouvernement, pour faire des meilleures prévisions qui leur permettent ensuite aux gens à l'Assemblée et au gouvernement de prendre des meilleures décisions basées sur des prévisions de terrain de notre intelligence collective. Et ça me paraît être une avenue d'amélioration, d'augmentation de l'intelligence de la démocratie qui a le mérite de devoir être explorée. Oui, merci pour cette brillante démonstration. Je me posais la question en vous écoutant de la part de l'émotion dans l'intelligence collective. Vous avez donné l'exemple par exemple du nazisme, et je me suis toujours demandé si le moment où la peur, par exemple, devient collective, ne paralyse pas complètement l'intelligence des décisions. L'histoire souvent a montré ce genre de phénomène, où au moment du vote des pleins pouvoirs à Pétain, ou au moment où les gens ont peur, parce que la peur s'est installée, à un moment donné, l'intelligence collective disparaît. Je ne sais pas si c'est en opposition. Oui, on a vu tout à l'heure les images du cerveau. Vous voyez qu'un cerveau qui résonne active des zones du cerveau sont très très différentes qu'un cerveau qui est dans l'émotion ou dans la préférence. Et donc, quand les gens donnent le plein pouvoir à Pétain, ils le font sur la base d'un souvenir du grand homme. C'est la mémoire qui est activée, c'est l'émotion de la victoire qui est activée. C'est pas du tout le raisonnement sur mais où est-ce que cela va nous mener. Et donc, effectivement, pour que les gens soient intelligents collectivement, ça s'organise. Il faut qu'il y ait un processus qui font que chacun va raisonner. Parce que si personne ne raisonne, ou si la plupart ne raisonnent pas, à ce moment-là, le collectif va évidemment être collectivement idiot. Et ce qui est formidable avec le pari, en plus que ça force chacun à raisonner, d'essayer de prévoir les conséquences de quelque chose, c'est que ça oblige les gens à ne pas être d'accord. Donc ça force, parce que quand on est d'accord, on ne va pas parier l'un contre l'autre. Et si on est presque d'accord, mais qu'il y a peut-être une zone où on risquerait de ne pas l'être, à ce moment-là, c'est intéressant d'essayer de trouver, comme le font les traders quand ils cherchent le bon prix pour une société en bourse, où est-ce qu'ils sont d'accord pour ne pas être d'accord? Où est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'il y en ait un qui achète et l'autre qui vende? Voilà. Et donc, le pari force chacun à raisonner et à raisonner indépendamment. Et comme je disais tout à l'heure, le groupe n'est jamais aussi intelligent que chacun pense de la façon la plus indépendante possible. Je voulais poser une question par rapport au nombre de personnes devant faire partie d'un groupe pour que l'intelligence collective soit la plus performante possible. Est-ce qu'au-delà d'un certain nombre, le conformisme ne risquerait pas de prendre le dessus? On a vu tout à l'heure, je crois que j'ai exprimé comme plus on est, meilleur on est, qu'il n'y a pas de limite. Qu'on est mieux à 10 qu'à 1, on est mieux à 100 qu'à 10, on est mieux à 800 qu'à 100, etc. Il n'y a pas de limite, à partir du moment où le processus est organisé de façon à ce que chacun contribue sa différence. Alors au bout d'un moment, c'est de plus en plus dur de trouver quelqu'un, quand on est 800, de trouver quelqu'un qui va penser un petit peu différemment, de façon un peu plus experte que ce qui a déjà été exprimé par tout le monde. Donc vous voyez que ça s'améliore de moins en moins. Et puis à un moment, on a l'impression que ça ne s'améliore plus du tout pendant entre 1000 et 100 000. Ça ne va pas s'améliorer beaucoup. Il y a des sortes de plateaux comme ça. Mais il n'y a pas de limite théorique à ce qu'on peut faire en étant plus. Donc si on est 1000 mais qu'on peut être 1 million, on sera meilleur à 1 million certainement qu'à 1000. Et le conformisme, il ne dépend pas du nombre. Il dépend du processus qu'on a mis en place. On peut très bien être très conformiste à deux. Si vous avez le patron et l'employé a intérêt à se conformer à ce que pense le patron. Ils sont deux, mais ils sont très conformistes. Serait-il pas intéressant
Il y a Approchez-vous. déjà un groupe qui est tout à fait... Non, approchez-vous du micro. Voilà. De voir avec un groupe tout à fait formé, ou à peu près ce sont les Gilets jaunes, ne serait-il pas intéressant de faire par ce groupe-là quelques prévisions, par exemple? Parce que le groupe est déjà tout formé et très actif. Oui, non, je voudrais pas qu'on tombe dans une controverse stérile. J'ai pas parlé des Gilets jaunes, j'aurais pu, je vais le faire. Les Gilets jaunes, pour moi, sont, vous dites, c'est un groupe qui est déjà formé. Mon avis sur les Gilets jaunes, c'est que justement, leur grande faiblesse, c'est qu'ils ne se sont pas formés en tant que groupe. Et donc, je prenais parfois l'exemple des Gilets jaunes, mais c'était un peu trop près de celui des termites, donc ça passait mal. Donc, mais bon, on est entre nous, je vais le faire. C'est pour moi l'exemple du nombre qui a une force, qui est capable de faire bouger les choses parce que justement il y a le nombre. Mais je vous rappelle que les Gilets jaunes se revendiquaient du fait de ne pas être organisés. Il y en a qui disaient notre véritable force, c'est notre désorganisation. Ça va complètement à l'inverse de tout ce que je vous ai montré ce soir. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire bouger un petit peu les lignes parce qu'ils étaient justement aussi nombreux, ils avaient la force du nombre. Mais le manque d'organisation les a empêchés de passer au niveau 2 pour avoir un véritable impact politique qu'ils auraient pu avoir s'ils s'étaient organisés. Et donc, vous dites le groupe s'est formé, ben non, il ne s'est pas formé. Et je soupçonne que ça serait intéressant, évidemment, de les inclure dans une réflexion de pari politique sur qu'est-ce qui va marcher plutôt que qu'est-ce qu'on voudrait qu'il marche. Parce que c'est ça dont on parle. Quand on demande aussi le pari citoyen, c'est pas de dire voilà ce que je veux moi, c'est de dire voilà ce que je pense qui va marcher. Puis ensuite on voit ceux qui ont raison, ceux qui ont tort. Et ceux qui sont trop idéologues ou trop idéalistes, dans un sens ou dans l'autre, vont pas être des très bons parieurs et seraient rapidement éliminés du système. Et d'ailleurs ça pourrait être pas mal d'avoir au bout d'un moment une légion d'honneur de citoyens prévisionnistes qui pourraient collectivement guider nos dirigeants, de la même façon que les super prévisionnistes de la CIA, recrutés dans le grand public, aujourd'hui guident toujours les prévisions de la CIA. Ce n'est pas la seule façon que la CIA a de faire des prévisions, c'est une des choses qui informe leur analyse. Donc ça serait très intéressant de faire ça, mais pas que avec les Gilets jaunes, avec nous tous. Enfin, peut-être vous étiez tous Gilets jaunes. Je parle de groupe, j'ai parlé de groupe en fait. Oui. On employait un terme qui est venu comme ça, mais en fait, on pourrait peut-être essayer de voir s'il n'y a pas quand même des faisceaux entre tous ces gens qui d'ailleurs n'arrivent pas à se former, ont quand même des lignes de force, parce que depuis que ça dure. Bien sûr, mais ils ont quelque chose. On les repère, on voit sait à qui poser les questions. Ils ont quelque chose de fondamental, c'est qu'ils sont sur le terrain. Voilà. Ce que nos dirigeants ne sont pas. Mais nous aussi, on est sur le terrain. Vous aussi, moi aussi, voilà, on est tous sur le terrain. Donc, c'est notre intelligence à tous, gilets jaunes ou pas gilets jaunes, qu'il est important de recruter pour mieux guider la démocratie. Parce que la grande déconfiture de la démocratie, dont j'en parlais tout à l'heure, les jeunes n'y croient plus autour du monde, il y a de moins en moins de démocratie qui fonctionne autour du monde, et ça, de plus en plus d'autocrates qui se sentent capables de gouverner, d'autant plus que maintenant ils ont l'intelligence artificielle pour les aider à gouverner d'autant plus efficacement, etc. Voilà, et donc pour contrebalancer, pour être en compétition et pour pouvoir gagner contre des autocraties armées d'intelligence artificielle, on a intérêt à rendre nos démocraties plus intelligentes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, elles sont basées quand même sur des idées du XVIIIe siècle. Elles n'utilisent pas du tout les nouvelles technologies. Les systèmes de vote sont lamentables. Conseiller économique et social. Oui. Il y a des comiques dans la salle. Bon, je crois qu'on va clôturer. Ah, et encore une question là-bas, oui. Est-ce que les entreprises, L'Oréal, Hermès ou autres, vous appellent en tant que consultant pour faire des prévisions dans leur entreprise? Est-ce que vous intervenez? Oui, alors c'est pas moi qui fais les prévisions. Il n'y a pas que. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, soit on utilise des panels internes d'employés sur des sujets qui concernent uniquement l'entreprise, et
ça sert à rien de vous demander à vous ou moi, parce qu'on ne sait même pas de quoi il parle. Soit ce sont des sujets qui concernent l'entreprise, mais d'une façon un peu plus vaste, où là on peut faire intervenir aussi des panels de gens recrutés à l'extérieur, des clients, des partenaires, etc. Et oui, effectivement, on fait ça pour des grandes entreprises, on fait ça aussi pour des gouvernements. On a par exemple le ministère des Armées qui utilise nos super prévisionnistes pour... On ne sait pas ce qu'ils font avec. Bien. Alors d'abord, chers amis, je vous signale que tout ce qui vient d'être dit ce soir est dans un livre qui s'appelle Super Collectif, dont vous avez vu le titre. Et je pense qu'il va y avoir, vous allez vous ruer sur les librairies pour l'acheter. Deuxièmement, je pense qu'on devrait applaudir une dernière fois notre